commencer la conférence qui s'appelle Rénovation en copropriété, comment réussir son projet, qui va être animée par Annette Cochard, chargée de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat. Bonjour à tous, Annette Cochard de l'Agence parisienne du climat. Je suis conseillère à l'agence en charge d'une partie du 13e arrondissement. Et donc, je vais animer cette conférence qu'on a intitulée « Comment réussir son projet de rénovation ». Et donc, en intervenant, on a Édouard de Rugy avec nous de la société Reanova. Reanova, c'est un bureau d'études qui accompagne les copropriétés dans leur projet de rénovation globale, de la phase de l'audit à la phase travaux. Et voilà, je vais lui donner tout de suite la parole. Merci. Donc effectivement, Édouard de Rugy, moi je suis le cofondateur de l'entreprise Reanova, qui est, comme Annette Cochard vient de le rappeler, une société de services spécialisée, on aurait pu mettre exclusivement, dans la rénovation globale des copropriétés depuis maintenant une douzaine d'années, basée en Île-de-France. Le gros des troupes est en Île-de-France, mais avec une agence à Bordeaux et une à Lyon, une soixantaine de collaborateurs. Et donc à ce jour, à peu près 90 projets de rénovation globale, soit terminés, soit en cours de travaux, ce qui représente à peu près 10 000 appartements rénovés, voilà, ce qui vous donne un ordre de grandeur de la moyenne des copropriétés. Sur ces 90 copropriétés, quasiment l'intégralité a un gain énergétique supérieur à 35%, pas depuis MaPrimeRénov', mais depuis 12 ans. Voilà, on est en moyenne à 48% de gain énergétique, pour vous donner quelques chiffres, et puis de l'éco-prêt à taux zéro collectif sur toutes ces opérations, depuis que cet éco-prêt à taux zéro collectif existe, c'est-à-dire depuis 2015. Voilà, alors ça c'était pour les présentations rapides, mais si je vous donne ces quelques chiffres, je voudrais surtout revenir sur le chiffre de 90 copropriétés et 10 000 logements pour introduire le thème de notre conférence. Comment réussir sa rénovation globale en copropriété? Voilà, donc je vous dis, on a 90 copropriétés. Première question, c'est est-ce que ces 90 copropriétés sont une réussite? Et l'autre question, qui est un peu en creux, dont on parle rarement, mais c'est pour 90 copropriétés qui ont abouti, combien se sont arrêtés en cours de route et ne sont pas allés jusqu'au bout? Et pour quelles raisons? Voilà. Et donc aujourd'hui, dans cette question qui paraît un peu peut-être anodine, comment réussir son projet de rénovation globale en copropriété, j'ai voulu essayer de prendre un peu de hauteur et tirer un peu les enseignements et les enseignements de ces 12 années de rénovation globale et de cette centaine de projets. Voilà, c'est pas une vérité absolue, c'est pas une grande théorie, mais c'est en tout cas des pistes de réflexion et d'essayer de vous partager des constats et des conseils pour arriver à réussir ces projets de rénovation globale. Alors pour commencer, on peut peut-être commencer par définir ce qu'est une rénovation globale. On en entend beaucoup parler, je pense que ceux qui sont un peu habitués commencent à être familiers du sujet. Mais donc une rénovation globale de copropriété, donc c'est une rénovation qui englobe la totalité de la copropriété, dans l'enveloppe du bâtiment, donc tout le bâti, que les équipements, ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire. C'est une rénovation qui s'intéresse aux parties collectives et aux parties privatives, c'est très important. Rénovation globale, on va s'attaquer aux fenêtres, on va s'attaquer aux robinets thermostatiques, aux radiateurs, etc. C'est une rénovation qui intègre de la performance énergétique, mais qui s'adresse également aux travaux d'entretien qui ne sont pas directement liés à la performance énergétique, des travaux de sécurité, des travaux d'étanchéité de balcon, etc. Donc c'est vraiment une approche globale. C'est une rénovation qui comporte toujours plusieurs lots de travaux. La plupart du temps, au moins l'isolation des façades, le remplacement des fenêtres d'origine, la ventilation, c'est souvent ce qu'on retrouve dans ces rénovations, ce que j'appelle le triptyque de base. Ensuite, le chauffage, bien sûr, la régulation, la distribution, de plus en plus la production, avec toute la question des énergies renouvelables, du raccordement réseau de chaleur. Et puis après, en fonction des cas, tout ce qui peut toucher à la toiture, s'il faut la refaire, plancher bas, les parties communes, etc. Donc vraiment, plusieurs lots de travaux. Et la constante, c'est un gain énergétique important que le législateur en mettant des objectifs dont il a simplifié la définition, c'est 35% ou 50%, ce qui permet d'aller chercher des aides, du financement, des prêts à taux zéro. Et donc, qui dit rénovation globale dit du financement et un besoin d'ingénierie financière
associés. Voilà pour la définition. Au moins, j'espère que tout est clair. Je passe sur les avantages. Les acteurs. Donc, bien évidemment, au centre, on a la copropriété avec son représentant, le syndic, ses représentants élus du conseil syndical. On a tout ce qu'il faudra pour faire ces travaux, aussi bien les entreprises de travaux que coordinateurs espèces pour les contrôler, assurer la sécurité, les pouvoirs publics et l'urbanisme, les financeurs publics, les banques pour le financement et l'assurance. Donc, tout ce paysage, vous le connaissez. Ce qui est important, et ce sur quoi je vais revenir, c'est ce que vous avez en bas à gauche de la diapo, les 3 compétences qui sont nécessaires. C'est assez important, enfin c'est très important, la compétence d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le financement, la compétence de bureau d'études thermiques et la compétence de maîtrise d'œuvre, d'architecture, on va dire, pour tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment. Voilà, normalement, jusque-là, on est à peu près tous d'accord, mais je voulais bien repréciser ces différents points pour qu'on parle tous bien de la même chose. Alors, j'ai listé donc 5 conseils. Encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est pas encore breveté, c'est tout frais. Vous voyez que les diapos sont pas encore parfaites. On va essayer de les rendre un peu plus belles avant de les diffuser. Mais en tout cas, il y a le contenu. Le tout premier enjeu, si vous voulez réussir votre projet de rénovation globale, c'est de définir qu'est-ce que la réussite, enfin, quels objectifs on se fixe à cette rénovation globale. Qu'est-ce que réussir une rénovation globale? Ça paraît tout bête comme question, mais en soi, déjà, faire voter ce projet, c'est un premier élément de réussite. C'est déjà super d'arriver à faire voter le projet, d'arriver au bout des travaux, dans les délais, dans le budget, et de se faire payer les subventions. C'est un deuxième étage de la réussite, c'est super. La réussite, je pense que ça va aussi jusqu'à être fier du résultat à la réception des travaux, être fier être content, être satisfait de ce qu'on arrive à construire à la réception, mais aussi 5 ou 10 ans après. Donc aussi avec une notion de durabilité. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que vous prenez dans un même parc, un même ensemble immobilier, parfois on a 2 copropriétés rigoureusement identiques, les mêmes bâtiments, des conseils syndicaux avec des catégories socio-professionnelles assez proches, et pourtant, les projets qui aboutiront, la définition de la réussite de ces projets est assez différente. Elle appartient vraiment aux conseils syndicaux. Moi, je vous engage vraiment, si vous voulez réussir un projet de rénovation globale, déjà, à vous fixer les objectifs et vous poser la question, qu'est-ce que sera un projet réussi? Quels sont les critères, quels sont les indicateurs qui permettront d'estimer que ce projet est réussi? J'en ai listé quelques-uns. Il y a bien sûr l'objectif budgétaire, faire en sorte que ce projet soit accessible à tous, qu'il soit adapté aux moyens de la résidence, en tout cas aux moyens que la copropriété est prête à mobiliser sur le sujet. Bien sûr, c'est aussi une résultante du reste, mais c'est quand même très important en copropriété. Il y a une forte contrainte budgétaire. Il faut que chaque euro investi soit bien investi. Question sur la requalification architecturale. Est-ce que j'ai un vrai objectif? Est-ce qu'on a un objectif de modifier radicalement l'architecture, enfin en tout cas l'apparence de la copropriété? Est-ce qu'on veut rester assez proche de ce qu'on a actuellement? Enfin, ces questions qui vont quand même pas mal influencer la suite. Question de la performance énergétique, d'un conseil syndical à l'autre, d'une copropriété à l'autre, les réponses sont très différentes, mais voilà, c'est vraiment... est-ce qu'on essaie de pousser le curseur au maximum de la performance énergétique, au maximum de là où on peut aller? Est-ce que finalement c'est secondaire, on va se contenter d'aller chercher les seuils pour les aides? Bon, ça fait partie des questions à se poser, et qui feront partie aussi de l'équipe, enfin des critères de choix de l'équipe, ce qui va venir juste après. La complexité des systèmes souhaités, si vous voulez passer sur des pompes à chaleur, si vous voulez si vous voulez faire des travaux compliqués, il faut bien l'avoir identifié au début et bien mettre ça en critère de réussite de votre projet. La gestion des travaux privatifs, hyper important, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ces projets de rénovation globale intègrent la gestion du privatif. C'est ce qu'il y a de plus compliqué en copropriété, d'arriver à... en tout cas, c'est une chose compliquée d'arriver à faire ces travaux, d'arriver à les facturer, de les commander, etc. Enfin, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà, s'il y a des enjeux sur les travaux privatifs importants, bien les avoir aussi en objectif. Et puis sur l'ingénierie financière aussi, en fonction des contraintes, des particularités de la copropriété, bien lister ce qui
à prendre en compte dans l'ingénierie financière. Une fois qu'on a fait ce travail de définition des objectifs, qui peut évoluer au cours bien sûr du projet, mais c'est important en tout cas de bien faire ce travail au démarrage et de faire évoluer ces objectifs au fur et à mesure. Bien sûr, le corollaire, et c'est la deuxième clé de la réussite. Première, c'est de savoir quels sont les critères de la réussite, et la deuxième, c'est de choisir une bonne équipe. Ça paraît tout bête comme ça en le disant, mais c'est quand même un des principaux enjeux si vous voulez arriver au bout de ces projets. Choisir une équipe adaptée à vos objectifs, adaptée à votre copropriété, adaptée aux enjeux. Donc là, même chose, j'ai listé quelques thèmes, quelques questions à se poser dans le choix de l'équipe. Donc, dont le choix résultera bien sûr des objectifs que vous êtes fixés. La première question, il n'y a pas d'ordre dans l'absolu, toutes ces questions, il faut se les poser. Une des questions, c'est l'organisation de l'équipe. Ça, c'est un des sujets. Je vous ai dit, il faut 3 composantes pour mener à bien ces projets de rénovation énergétique. Un maître d'œuvre, donc un architecte sur toute la partie enveloppe du bâtiment, un bureau d'études thermiques sur les calculs d'énergie, d'économie d'énergie, sur le gain énergétique, et puis souvent c'est eux qui gèrent aussi toute la maîtrise de fluide, et puis un AMO financement. Ces 3 compétences sont très liées, puisque dès que l'architecte va bouger une épaisseur d'isolant sur une façade, ça aura une incidence sur l'étude thermique et potentiellement sur le financement du projet. Donc on voit bien qu'il faut une très bonne coordination entre ces 3 compétences. Il faut voir aussi comment est-ce que c'est piloté. Et donc aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de choses qui existent. Vous pouvez faire appel à 3 corps d'état différents, un bureau d'études, un architecte, un AMO indépendant. Vous pouvez avoir un AMO indépendant et un architecte qui est avec le bureau d'études thermiques, donc on peut avoir ce système-là. On a parfois des AMO qui sont bureaux d'études thermiques et qui font appel à un architecte, donc c'est encore une 3e possibilité. On peut avoir des entreprises comme Reanova, mais on n'est pas les seuls, qui intègrent les 3 compétences en interne, avec du coup un pilotage qui est centralisé sur une personne. Voilà, je dis pas qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre, j'ai ma petite idée, mais c'est pas le sujet là aujourd'hui. En tout cas, c'est bien prendre conscience que tout ça existe et qu'en fait, en fonction du choix que vous ferez, ça modifiera quand même assez profondément le type d'équipe et le type de compétences que vous aurez à votre disposition pour mener à bien ce projet. En fonction du type de pilotage, en fonction de la manière dont vont correspondre ces trois équipes, ça fera des résultats très différents en termes de conseils, en termes de réactivité, en termes de gestion de la complexité. Par exemple, si vous avez un projet qui est très complexe, il faut gérer beaucoup de travaux privatifs, beaucoup de complexité. Si vous prenez 3 équipes distinctes, bon, il va falloir vraiment, en tout cas, s'assurer que l'information circule bien, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Enfin, il faudra prévoir un gros travail de coordination. Donc voilà, tout ça, en tout cas, bien l'avoir en tête, parce que ça influence quand même vraiment la manière dont le projet sera piloté. Même chose, j'ai mis l'ADN de l'équipe. Si votre enjeu, c'est la requalification architecturale de votre copropriété, il faudra plutôt prendre une équipe avec un gros ADN architecture et peut-être moins d'enjeux sur la thermique, etc. Bien sûr, les compétences, donc s'assurer que les compétences dont dispose l'équipe sont bien en lien avec vos objectifs et avec les objectifs de votre rénovation globale. Même chose sur la qualité des outils. N'hésitez pas, quand vous cherchez cette équipe, à bien creuser, à demander des exemples d'outils, des exemples de livrables, de bien comprendre comment tout ça fonctionne, parce que, encore une fois, c'est ça qui va permettre d'avancer et de bien passer les étapes comme vous le souhaitez. L'expérience de la rénovation globale, c'est quand même, même chose. Bon, c'est comme à chaque fois, quand il y a un peu d'expérience, c'est quand même beaucoup plus... On ne découvre pas les problèmes au fur et à mesure, donc ça facilite, ça permet d'anticiper les blocages. Capacité à gérer la complexité, j'en ai parlé. Ce qui est très important aussi, taille de la copropriété, année de construction, en fonction de la taille de votre résidence, en fonction de son époque de construction, il ne faudra pas faire appel aux mêmes équipes. Là-dessus, l'Agence parisienne du climat fait un travail remarquable de recensement, de référencement de tous les professionnels. Certains sont adaptés à du bâti ancien, certains sont adaptés et ont des offres
prévues pour des petites copropriétés, etc. Donc, surtout, demandez-leur. C'est un des objectifs de l'APC, c'est de bien vous orienter. Demandez-leur en fonction de vos objectifs, en fonction des caractéristiques de votre résidence, demandez-leur conseil sur le type d'équipe qui leur semblerait le plus adapté pour accompagner votre projet. Voilà, troisième conseil, c'est prendre les choses dans le bon ordre, suivre la bonne méthodologie et surtout respecter les enjeux de chaque étape. La méthodologie, la même chose, j'ai rien inventé, il n'y a rien de nouveau, c'est ce que dit l'Agence parisienne du climat, c'est ce que dit globalement, on est tous d'accord là-dessus. 3 grandes étapes. Première étape de diagnostic. Ça peut être un DTG, j'y reviendrai peut-être après dans les questions, ça peut être un DTG, ça peut être un plan pluriannuel de travaux et un DPE collectif. Ça peut encore être autre chose. Voilà. Mais en tout cas, sur cette grande étape de diagnostic, l'enjeu, c'est de sortir avec un plan de travaux, le bon plan de travaux, le meilleur plan de travaux pour la résidence. Voilà. C'est ça le seul enjeu, sortir, être sûr qu'on a le bon plan de travaux pour la résidence et que cette certitude soit bien partagée entre tous les copropriétaires. Ça ne doit pas rester juste au sein du conseil syndical. Cette démonstration de comparaison entre plusieurs scénarios, toute cette argumentation, elle doit être menée, une fois qu'elle a été bien construite avec le conseil syndical, elle doit être présentée aux copropriétaires. Ça doit être partagé, ce diagnostic, il doit être partagé. Si vous partez déjà avec le bon plan de travaux, avec les bons ordres de grandeur, déjà, il y a beaucoup plus de chances d'arriver au bout. Quand je dis de respecter les enjeux, c'est que les enjeux de cette phase, c'est pas d'avoir toutes les réponses de la phase suivante. Et là, vous allez épuiser votre équipe, vous allez perdre votre temps, vous allez embrouiller tout le monde. Voilà. Les enjeux du DTG, c'est de sortir avec le bon plan de travaux, les bonnes estimations et de voir clairement où on va aller. Les enjeux de la deuxième étape, donc la deuxième étape, c'est la conception de ce plan de travaux. Donc on rentre dans le détail, on s'assure que tout colle bien par rapport aux contraintes, par rapport à l'amiante, par rapport à l'urbanisme, etc., par rapport au budget, bien sûr, par rapport à la thermique. On fait tous les choix techniques, et puis une fois que tous ces choix sont faits, on rédige un cahier des charges et on lance l'appel d'offres pour avoir des devis d'entreprise. Donc la même chose, les enjeux de cette phase, c'est pas d'avoir les réponses de sujets qu'on verra plus tard en travaux. Les enjeux de cette phase, c'est d'avoir un projet clair, de faire des choix et de s'y tenir, et d'arriver à faire voter un plan de travaux complet, cohérent et adapté. Et puis ensuite, donc la troisième phase, bien sûr, c'est le suivi des travaux avec le montage du financement. Je pourrais y revenir si vous avez des questions. Mais donc voilà, 3 grandes phases qui s'enchaînent avec des enjeux propres à chaque phase. Et donc le conseil, pour arriver au bout, c'est de prendre les choses dans le bon ordre et de bien respecter les enjeux propres à chaque phase avant de passer à la suivante, sans anticiper, sans bâcler. Voilà. Quatrième conseil qui est un peu lié au troisième finalement, qui est un peu le corollaire de tout ça, enfin qui est le corollaire du troisième, c'est-à-dire que si on prend les choses dans le bon ordre et qu'on les suit, le projet va avancer, il va bien avancer. Mais le quatrième conseil, c'est d'initier une bonne dynamique, ne pas sous-estimer. Voilà, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait un rythme à donner. Alors j'ai mis peut-être un moyen un peu mnémotechnique, mais la phase de diagnostic 1 an, on va dire d'AG, la phase de conception, normalement ça devrait tenir en 1 an. Parfois ça peut déborder un petit peu si vraiment il y a beaucoup de complexité ou il y a eu des gros problèmes, en tout cas des contraintes, des freins, etc. Mais normalement, la deuxième phase, ça doit tenir en 1 an. Et la phase travaux, 2 à 3 ans en fonction de la taille du chantier, bien sûr. Voilà. Mais donc, dynamique, garder cette dynamique. Un projet qui traîne, c'est un projet qui est en risque. Voilà. Plus les étapes vont durer, plus il va y avoir de latence, d'hésitation, etc. Plus les opposants vont pouvoir se réveiller, se renseigner, attaquer le projet. Plus les membres du conseil syndical vont pouvoir se décourager et peut-être pour certains déménager, etc. Donc voilà, garder une bonne dynamique. Donc pour garder la bonne dynamique, suivre les étapes et voilà, pas toujours pas être à contre-temps, pas être à contre-courant, pas vouloir voilà, en tout cas avoir le souci d'avancer dans l'intérêt du projet. Et donc c'est lié aussi avec peut-être ce 5e conseil, d'instaurer les conditions de la confiance. Si on veut aboutir, si on veut que les copropriétaires votent, qui confient des budgets qui sont colossaux, de 30 000 à 40 000 euros de quote-part, pour prendre des
des ordres de grandeur, mais par appartement. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance dans cette équipe de maîtrise d'œuvre et globalement, dans le pilotage avec le conseil syndical, l'équipe et le syndic, que tout ça soit le plus fluide possible. Et donc, il faut arriver à ce que cette confiance se crée. Alors, ça ne se décrète pas, hein, mais vraiment travailler dans un climat de confiance. Moi, je peux témoigner clairement, les projets les plus réussis, les plus fluides, les plus réussis, c'est ceux où il y a une vraie confiance du conseil syndical et du syndic envers l'équipe de maîtrise d'œuvre et réciproquement. Tout ça est un cercle vertueux. Mais c'est ça qui fait qu'on avance bien et que derrière, le résultat est vraiment probant. Ce qui est très important, c'est le premier sujet, bon partage des rôles. Voilà. Ne pas se mélanger dans les rôles. Vous faites confiance à un architecte, un AMO, un bureau d'études thermiques. Ce n'est pas à vous, conseil syndical, de tout revérifier, de demander des comptes sur toutes les lignes, sur tous les sujets. Parce que sinon, l'équipe fait 2 fois le travail, elle fait 1 fois son travail et la 2e fois pour tout justifier. Donc voilà, vous êtes là pour prendre du recul, pour décider, c'est le 4e point. Décider, c'est, je pense, le point le plus important et la principale demande, le principal rôle du conseil syndical, c'est d'arriver à décider sur la base des éléments qui lui sont fournis. S'il n'a pas suffisamment d'éléments pour décider, il faut qu'il demande des compléments d'éléments pour décider. Mais en tout cas, il faut que le conseil syndical puisse décider et se tenir aux décisions prises. Voilà. Il n'est pas là pour ni tout contrôler, ni se substituer au maître d'œuvre ou à l'AMO. Voilà. Très important. Bien sûr, prendre en compte les avis. Ça, c'est dans les 2 sens. Hein. L'équipe de maîtrise d'œuvre doit prendre en compte les avis du conseil syndical et du syndic, qui connaissent bien la résidence. Inversement, il faut aussi que le conseil syndical fasse confiance aux professionnels quand ils font des recommandations. Souvent, ce n'est pas pour le plaisir. Donc, d'essayer d'entendre aussi. Après, bien sûr, c'est au conseil syndical de décider en connaissance de cause, mais en tout cas, de bien prendre en compte ses avis. Voilà, je vous livre tout ça parce que par expérience, c'est quand même ça qui fait la différence. Et puis, j'ai mis faciliter l'avancement du projet. Même chose, d'être là plutôt tous dans l'objectif que ça fonctionne. Et voilà, quand on trouve une erreur, plutôt essayer de voir avec l'équipe de maîtrise d'œuvre pour faire avancer le projet et passer outre plutôt que d'en faire un point de blocage. Et voilà. C'est hyper important. Voilà. Je vous le dis parce qu'on a dans certains cas des conseils syndicaux où on n'arrive pas à créer cette confiance et tout le projet, on est sur le frein tout le temps, sur le contrôle, et c'est des projets qui peuvent ne pas réussir. Alors pourquoi on n'arrive pas à créer cette question de confiance? Je reviens peut-être au point 2. Peut-être que c'est pas la bonne équipe qui a été choisie, peut-être que les objectifs n'étaient pas suffisamment définis, etc. Donc c'est tout ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, en réfléchissant à cette question qui peut paraître assez simple et assez anodine, mais voilà, un peu ce que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Voilà, j'ai remis les 5 objectifs et je vous propose de garder du temps pour les questions. On présentera les réponses. Merci beaucoup. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main. Une hôtesse va passer vous apporter un micro. Une question juste devant. Oui, bonjour. Je suis président du conseil syndical d'une copropriété qui est engagée à travers Koch Copro dans une rénovation globale, énergétique. Et je voudrais savoir où se situe Stolia, qui a pris la suite de l'Agence parisienne du climat par rapport à votre schéma. Alors, oui, effectivement, j'ai un peu simplifié. L'Agence parisienne du climat, ils sont vraiment là pour conseiller, orienter et informer, faire en sorte que ces projets aboutissent. Solia, c'est l'opérateur. Vous êtes dans Paris? Oui. C'est l'opérateur qui a été désigné par la ville de Paris, un des 2 opérateurs qui ont été désignés par la ville de Paris pour instruire les dossiers de subvention
collectives et individuelles. Donc ils ont, on va dire, une partie de la casquette d'AMO, mais pas la totalité. Alors pourquoi pas la totalité? Parce que par exemple, ils ne vont pas s'occuper des prêts collectifs. Voilà, donc il y a une partie de la prestation qui n'est pas faite, une partie qui est faite. Donc vous avez deux solutions, soit, c'est génial, enfin ce qui a été prévu par la ville de Paris là-dessus, soit vous gardez les deux, c'est-à-dire vous gardez Solia sur la partie instruction des aides collectives, et nous on propose un complément d'AMO pour faire ce que Solia ou Urbanis ne font pas. Soit il y a un deuxième parcours où facialement c'est nous qui sommes l'AMO vis-à-vis de la copropriété, et derrière nous on se coordonne avec Solia vis-à-vis de la mairie. Nous, enfin, côté Réanova, on a cette préférence pour les projets, on trouve que ça fonctionne bien, mais voilà, les deux sont possibles. Oui, les deux parcours qui viennent d'être présentés, du coup, c'est les parcours d'Éco-Rénovons Paris+, le dispositif de la ville qui prévoit des aides aux travaux et aussi la possibilité d'être accompagné par Solia et Urbanis. Il y a deux opérateurs qui se partagent Paris, suivant les arrondissements. Mais voilà, l'accompagnement de Solia, c'est une proposition. L'autre possibilité, c'est de faire appel à un AMO privé. Oui, bonjour, Jean Butruel, je suis d'une copropriété dans le 13e arrondissement. Alors, j'ai juste un tout petit témoignage et une question. Le témoignage, c'est que depuis un an, on se posait des questions de rénovation, etc. Et je dois remercier Madame Cochard qui nous a énormément aidé à avancer sur ce sujet. Donc voilà, c'était le témoignage pour les autres copropriétés. Faites confiance à l'APC parce qu'ils aident beaucoup. Alors maintenant, ma question, on est dans une phase où on se pose, là on doit rechercher un AMO et puis ensuite un maître d'ouvrage. Et on se pose la question, est-ce qu'on a AMO séparé et maître d'ouvrage séparés, ou est-ce qu'on les a intégrés? On est, je dirais, un petit peu gêné du fait que le maître d'ouvrage, le thermicien et l'AMO soient les mêmes. Par principe, hein, c'est pas contre vous particulièrement, on a rencontré Réanova, mais par principe, et les propriétaires chez nous disent, bah oui, l'AMO, il est différent du maître d'ouvrage. Donc, est-ce qu'on peut avoir le pour et le contre des deux solutions? Alors c'est un vaste débat. Moi, je ne serais pas très objectif parce que j'ai ma petite idée sur le sujet, mais en tout cas, vous aurez des arguments pour le modèle intégré. Déjà, il faut préciser, enfin, l'AMO, enfin, la compétence principale qu'on cherche, c'est une compétence d'AMO financement. Voilà. Et ce qui n'empêcherait pas éventuellement, si vous souhaitiez avoir un avis, quelqu'un qui vous aide d'un point de vue technique pour challenger le projet, pourquoi pas prendre un avis technique. Moi, ce qui me semble très important, c'est d'intégrer l'AMO financement. Voilà. Bah, en fait, on a besoin, enfin, moi, mon constat, c'est qu'on a besoin de ces trois compétences, on a besoin qu'elles discutent entre elles. Au début de Réanova, hein, on avait qu'une des trois compétences. Mes associés étaient aussi architectes, et puis on travaillait beaucoup avec Pouget Consultants, avec qui on a toujours plaisir à travailler, mais voilà, on voit bien que le fait que les équipes soient pas au même endroit, qu'elles ne travaillent pas avec les mêmes outils, enfin, ou en tout cas pas directement sur les mêmes outils, on a énormément de déperditions. Voilà. Il y a énormément d'interactions, il y a énormément de complexité à gérer, et donc le fait que les trois, encore une fois, que les trois soient au même endroit, sous le même pilotage, sur les mêmes outils, avec un contrôle commun, avec aussi une infusion des compétences de l'un envers les autres, c'est-à-dire que les thermiciens à table à midi discutent avec les architectes, avec le financement. Je peux vous dire, un architecte chez Réanova, il est picousé thermique, il est picousé financement. Quelqu'un qui, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, un maître d'œuvre en travaux, si à un moment il y a un changement dans les isolants qui sont prévus, avant d'accepter ce changement, il va bien sûr, il y a plein de warnings qui vont s'allumer, et il va s'assurer que ça ne change pas le financement, que ça ne change pas la thermique, etc. Donc voilà, beaucoup de routines, beaucoup de valeurs. La valeur du conseil, si vous voulez être pertinent, ce qui fera la différence aussi dans les équipes, hein, c'est la qualité du conseil qui va vous être apporté. Si vous voulez un conseil de qualité, vous avez quand même intérêt aussi à avoir des gens qui dominent les trois sujets. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, si je fais telle variante et que la réponse nécessite un calcul thermique, une simulation financière et un chiffrage de l'architecte,
C'est beaucoup plus simple quand vous avez affaire au même interlocuteur. Donc voilà, le fait d'avoir tout dans la même équipe, beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de valeur ajoutée, possibilité de gérer beaucoup plus de complexité. Si vous êtes avec des entités différentes, c'est beaucoup plus dur de gérer les travaux privatifs, de gérer des choses qui nécessitent un partage absolu des informations. Voilà. L'autre avantage dont je peux témoigner, c'est la réactivité et la durée des projets. Je vous disais tout à l'heure qu'un projet qui traîne, c'est un projet qui est en danger. Plus il y aura d'interlocuteurs différents, plus la coordination va prendre du temps, plus les projets vont prendre de temps, les durées vont s'allonger. Et je suis pas là pour... Mais en tout cas, statistiquement, un projet où on est intégré va plus vite et a plus de chances de sortir que les mêmes équipes avec un AMO indépendant. Ce qu'on vit parfois en province, notamment, où on est adapté comme ça. Voilà. Alors après, dire on est juge et partie... Il y a une telle complexité, il y a un tel enjeu à bien connaître la résidence pour que le conseil soit qualitatif. Il y a tellement de contre-pouvoirs aussi. Enfin, je veux dire, dans la copropriété, à tout niveau, il y a des contre-pouvoirs. À l'urbanisme, les organismes de financement qui vont tout vérifier, l'agence parisienne du climat qui peut vous conseiller, etc. Donc, je veux dire, des contre-pouvoirs, vous en avez beaucoup. Moi, je pense qu'il y a une telle complexité à gérer et une telle valeur ajoutée au fait d'avoir une information fluide et des échanges fluides entre ces différentes compétences, que pour moi, le choix est vite fait. J'espère que... J'ai pas trop donné les inconvénients, moi j'ai du mal à en voir, personnellement. Mais il faudra demander à ceux qui sont organisés autrement, ce qu'ils en pensent. Oui. J'avais une question. Je suis président du conseil syndical d'un immeuble à Paris, 16e. Et donc, je voulais savoir comment vous intégrez l'existence d'un architecte lié à l'immeuble depuis des années, donc qui est celui qui connaît le mieux. Comment l'intégrez-vous dans justement ce programme? Parce que vous parlez de contre-pouvoir, oui, mais ça peut être aussi un contre-pouvoir. Donc, je voulais savoir quelle était la marge de manœuvre, surtout que, par exemple, quand il y a des problèmes de surplomb, les isolations de pignons extérieurs, ouais, etc. Donc, c'est lui qui s'occupe du dossier et on est en cours de DTG, on va avoir un rapport incessamment. Oui. Donc, je voulais savoir comment vous l'intégrez parce que ça n'apparaît nulle part. Tout à fait. Je vous remercie. C'est dans le choix de l'équipe, mais excellente question. Deux réponses. La question, c'est déjà, est-ce que cet architecte souhaite et a les compétences d'être le maître d'œuvre de la rénovation globale? Si oui, il faudra peut-être plutôt du coup chercher un bureau d'études et un AMO, ou éventuellement les deux groupés, AMO plus bureau d'études, pour s'associer avec cet architecte, qui connaît très bien votre résidence et en qui vous avez confiance. Si la réponse est non, c'est-à-dire il connaît bien la résidence, mais pour lui la rénovation globale c'est nouveau, voilà, il est âgé, il ne veut pas se lancer là-dedans, vous pouvez tout à fait, c'est une excellente idée, le mettre dans un rôle, dans ce cas d'AMO technique, et pour qu'il vous conseille et qui conseille l'équipe de maîtrise d'œuvre que vous aurez retenue, l'équipe que vous aurez retenue, sur ces aspects, sur tous les aspects du projet, quitte à lui laisser certaines missions comme celles que vous avez indiquées, de négocier les conventions de surplomb avec les voisins, par exemple. Il peut y avoir d'autres parties du projet qui lui incomberaient. Donc les deux sont possibles, tout dépend de lui et de... Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Ce qui n'est pas possible, ce que nous, on a essayé, mais qu'on n'arrive pas à faire, pour finir la question, c'est de nous dire, on a tel architecte de copropriété, on voudrait que ce soit Renova, mais que ce soit lui l'architecte. Ça, nous, on ne sait pas faire, parce qu'on a des outils, des façons de travailler, etc., qui font qu'on ne peut pas... ça ne marche pas. Enfin, on fait des tests, mais c'est assez compliqué. Voilà. Par exemple, s'il est d'accord, lui, en tant que... Tout à fait. Les deux solutions sont possibles. Oui. Michel Marquis, je suis au conseil syndical d'une copropriété dans le Val-de-Marne, donc sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Oui. Vous avez évoqué le fait que
tous les projets ne réussissent pas et qu'il y a des échecs. Est-ce que, à partir de votre expérience, vous pourriez nous dire quels sont, à votre avis, les principaux écueils à éviter, écueils qui peuvent faire échouer un projet? Oui. Eh ben, écoutez, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Si j'essaie de me reprojeter un peu dans ce qui n'a pas marché. Alors, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas marché chez nous. Je n'ai pas compté exactement, mais je dirais peut-être une vingtaine qui sont pas allés au bout. En gros, souvent, c'est un conseil syndical désuni avec un ou plusieurs opposants dans le conseil syndical. Ça rend pas le projet impossible, mais ça le rend vraiment compliqué. Et donc, là-dessus, il y a un vrai sujet, effectivement, d'arriver à faire le ménage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être des oppositions qui sont très fortes, très bien organisées. Mais pour qu'elles soient bien organisées, il faut aussi qu'on collectivement leur laisse du champ d'action. Le but, c'est de leur en laisser le moins possible. Mais voilà, typiquement, ça rejoint mon premier point, c'est que s'il y a des opposants dans le conseil syndical qui envoient des informations, etc., bon, tout ça, ça peut compliquer. Moi, je dirais que c'est principalement ça, hein, c'est le conseil syndical qui fera la différence dans un projet de rénovation. On peut avoir des immeubles qui se prêtent complètement à une rénovation globale, qui sont idéaux pour une rénovation globale. S'il n'y a personne au conseil syndical qui veut porter le sujet, il ne se passera jamais rien. Voilà, et on peut avoir, alors, il suffit qu'il y ait une personne qui se donne les moyens au conseil syndical, qui soit soutenue par le reste du conseil syndical, et j'ai envie de vous dire, c'est quasiment 100% de taux de succès. Après, ce qui peut compliquer les projets, c'est quand il y a beaucoup de bailleurs, voilà, quand il y a une grosse majorité de bailleurs, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Avant, c'était le cas parce qu'eux avaient moins intérêt à faire voter. Maintenant, avec le nouveau dispositif MaPrimeRénov', ils ont quand même assez intérêt, puis surtout avec les interdictions louer les passoires. Donc là, ça a changé. Mais voilà, moi j'ai eu le cas de gros bailleurs institutionnels qui étaient contre. Bon, voilà, ça complique. Et après, je dirais, mais c'est pour ça que je vous ai donné ces conseils, c'est quand les objectifs sont pas bien fixés au début et qu'on part pas avec la bonne équipe de maîtrise d'œuvre, et donc que les projets durent éternellement, qu'il n'y a pas de confiance, que tout le monde se marche sur les pieds. Mais donc voilà. Je pense que si on applique ces conseils, normalement, en tout cas avec Réanova, il y a plus de 90% de chances que le projet aboutisse. Il nous reste 5 minutes. 2 questions. On va les prendre l'une après l'autre. Merci. Oui, je n'ai pas très bien compris votre positionnement. Vous vous positionnez comme maîtrise d'ouvrage. Non, la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, donc c'est le syndicat de copropriétaires. D'accord. Et nous, on est maître d'œuvre et assistant à maîtrise d'ouvrage pour la partie financement. D'accord, donc vous faites que l'assistance maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Oui. D'accord, je comprends mieux. Est-ce que vous pouvez passer le micro derrière vous? Il y a une question. Voilà. Merci. Bonjour. Moi, je voulais simplement demander l'ordre de toutes ces dispositions, parce que normalement, d'après un bouquin que je vais le citer, le particulier, normalement, ils disent qu'il faut faire un DPE collectif, et après, et là, j'ai mon syndic qui attaque directement sur un PP 3P, enfin les 3 PA, et sur un DTG sans faire le DPE collectif. Alors, est-ce qu'il peut faire Pardon. Pas respecter l'ordre? Alors, en fait, c'est ce que j'ai mis en bas là du DPE collectif, c'est ça? Ouais, tous ces acronymes là qui sont un peu compliqués à suivre. En fait, soit vous faites un DTG, diagnostic technique global. Le DTG, il intègre ce qu'on appelle le plan pluriannuel de travaux et le diagnostic de performance énergétique. Donc, le DTG, c'est le top. Ça permet c'est vraiment un bon outil pour démarrer. Maintenant, si vous voulez pas refaire tout ce travail de DTG, parce que ça a un coût, et
parce que vous l'avez peut-être déjà fait, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est juste un plan pluriannuel de travaux et DPE collectif. Les deux marchent ensemble. Ça permet notamment, si vous avez déjà les idées assez claires, mais que vous les revalidez, le budget de l'opération, l'atteinte du gain énergétique, etc. Ça peut être un bon moyen d'aller plus vite, à moindre frais, mais de bien revalider ces objectifs-là. Et puis, nous, par exemple, quand on propose cette prestation, on va jusqu'à faire des simulations financières aussi pour aller un petit peu plus loin, faire des scénarios de travaux. Voilà, donc ça peut être un bon outil pour remettre les idées, enfin en tout cas vous assurer que après cette période d'inflation, avec ces changements des règles de calcul par rapport aux audits qui ont été faits dans les années 2010 et suivantes, de s'assurer d'être bien dans les objectifs. Donc les deux sont possibles. Ce qui n'a pas de sens, c'est de faire un plan pluriannuel de travaux sans la partie DPE, parce que là, vous êtes aveugle de toute la partie énergétique, donc il faut bien faire les deux ensemble. Voilà, mais les deux permettent en tout cas d'initier ces projets et ces réflexions de rénovation globale. Est-ce que c'est plus clair? C'est compliqué tout ça, mais voilà. Bon. En tout cas, on peut en reparler, n'hésitez pas. Si vous avez, on va prendre les questions, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, on pourra en rediscuter sur le stand, notre stand. Oui, le stand de Réanova ou même celui de l'Agence parisienne du climat et de France Voilà. Rénov. Bien sûr, toutes ces questions. Il y a un petit livre aussi, j'ai écrit un bouquin, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, sur la rénovation globale. Je crois qu'il nous en reste quelques exemplaires, si ça intéresse certains d'entre vous. Même chose, on pourra vous le donner avec plaisir. Oui? Bonjour. Quelle est la durée des différentes étapes? La différence entre? Non, quelle est la durée des différentes étapes entre les... L'étape d'audit, j'ai tendance à dire 1 an. Oui. Ça met moins, mais souvent on est d'AG ordinaire à AG ordinaire. Oui. Et puis il faut une saison de chauffe, et puis le temps de réfléchir, tout ça, donc 1 an. La conception, j'ai mis 1 an. C'est un peu ambitieux, mais normalement, ça doit tenir en 1 an. 15 mois, peut-être 18 mois, grand maximum pour les très gros projets. Il ne faut pas que ce soit plus long que ça. Et après, les travaux, vous avez 6-8 mois entre l'AG et la signature des commandes de travaux. Ensuite, entre 1 et 2 ans, parfois 3 ans de travaux. Et après, 6 mois pour tout déboucler. Donc, 2 à 4 ans, on va dire, pour les très gros chantiers. Donc, une différence de 3 ans entre le premier vote et la deuxième étape, on peut considérer que c'est un projet qui est pratiquement en faillite, non? C'est très long, ouais. C'est très long. C'est pas vous, hein, c'est pas rien. Oui, non. C'est très long. Les choses changent. On voit bien que les anciennes études, voilà, les systèmes de financement changent, les règles thermiques changent. Donc les choses sont quand même assez vite obsolètes. Pas le projet tel qu'il est fait, ce qui est fait, les isolations qu'on met, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les règles du jeu changent quand même assez vite, donc il faut avancer. Voilà. Après, il vaut mieux prendre du temps au début et d'être sûr de partir dans la bonne direction que de bâcler les premières étapes et d'engager des frais d'études importants, du temps importe beaucoup de temps, et derrière de se rendre compte qu'on est dans une impasse. Donc voilà, on prend la dernière question pour respecter le temps. Allez-y, on termine. Vous avez pris le micro derrière, on va faire monsieur. Et il y a une table derrière, on va faire vite. Je prends la parole. Il restera la possibilité de poser une question, puisque pour moi, ce n'est pas une question que je vais dire. Je voulais seulement, à propos du DTG, rappeler l'intérêt du référentiel DTG réalisé par l'APC avec l'Association des responsables de copropriété. Voilà. Oui. Avec tous les professionnels concernés. Et je trouve que c'est un document facilement accessible en ligne sur le site de l'APC. Oui. C'est vraiment un beau travail. Toutes ces étapes, oui, que ce soit la première ou la deuxième, il y a des cahiers des charges remarquables, avec un gros travail conjoint mené par l'APC, tout à fait, sur lesquels on se base. Voilà, c'était qui la dame? Juste à côté de vous. Voilà. Non, c'était pas vous. Ah, derrière, pardon, deux rangs derrière. Allez, c'est la dernière question. Levez-vous, présentez-vous. Bonjour, je suis responsable de copropriété dans le 14e arrondissement. Moi, j'étais pas là ce matin, je voulais juste qu'on rappelle les dates obligatoires pour les rénovations énergétiques par rapport aux ventes des biens et aux locations des biens.
et quelle est la marge autorisée en matière de réalisation ou pas? Est-ce qu'on est totalement obligé de faire des travaux? Et si on les fait, quel en est le gain? Si on ne les fait pas, quelles en sont les pénalités? Merci. Oui, alors il n'y a pas d'obligation de travaux, il y a des obligations de faire des plans pluriannuels de travaux et des DPE collectifs en fonction de la taille des copropriétés. Là, c'est en ce moment. Alors pour les copropriétés, donc il y a ces obligations échelonnées entre 2023 et 2025. C'est pas les mêmes pour le PPT, pour le DPE, mais bon, en gros, c'est dans ces années-là. Je vous redirai ça à notre stand si vous voulez. Les interdictions de louer pour les passoires, enfin, ce qui est dit passoire énergétique, c'est 2025 pour le G, la lettre G, 2028 pour le F, 2034 pour le E. Voilà. Les autres obligations, c'est quand vous faites un ravalement ou des gros travaux, c'est d'embarquer de la performance énergétique, sauf si, et là vous avez une liste d'exonération, mais normalement, si vous faites un ravalement, la règle, c'est d'isoler. Et l'exception, c'est de ne pas isoler si c'est des façades classées, s'il y a une impossibilité technique, s'il y a des temps de retour trop longs, etc. Mais sinon, voilà, vous avez quand même l'obligation depuis 2016 d'améliorer la performance énergétique à chaque fois que vous faites des gros travaux. Et voilà pour les principales obligations. Aussi, il y a 2027 l'obligation de mettre en place un système de régulation, tout ce qui est robinet thermostatique aussi. Il y a un décret qui est en cours. Donc voilà pour ce qui concerne les obligations stricto sensu. Mais il y a pas d'obligation de faire une rénovation globale à ce stade. La dernière obligation, c'est le plan pluriannuel de travaux. Donc, c'est de faire ce plan pluriannuel de travaux, un projet, de faire valider le plan pluriannuel en AG, et ensuite de provisionner 2,5% du montant des travaux par an pour avoir un fonds pour pouvoir faire face à ces travaux quand il n'y a pas d'obligation de voter le plan pluriannuel de travaux, qui vise plutôt à échelonner les travaux sur 10 ans. Si vous faites sur une rénovation globale, justement, la logique, c'est de tout faire en même temps dans un projet et donc de ne pas voter le PPT. Voilà, on peut les applaudir pour cette conférence. Merci à vous deux.